M. Marc Marty, en qualité de conseiller municipal, en remplacement de M. Roseldo Cobé, démissionnaire. Donc, M. Cobé m'a fait part de sa démission, je l'ai envoyé à la préfecture, bien entendu. Donc, je donne lecture de l'article L2121-4 du Code des collectivités territoriales, qui dispose que la démission d'un conseiller municipal est définitive dès sa réception par le maire. Je rappelle que la réception de la démission d'un conseiller municipal pourrait être immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste, le nouveau conseiller prenant rang à la suite des conseillers élus antérieurement, c'est-à-dire au dernier rang, et de ceux, quelle que soit la liste dont il est issu. Donc, le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir procéder à l'installation de M. Marc Marty, suivant de liste en qualité de conseiller municipal. Alors, c'est chose faite, puisqu'il est installé, il est assis. Donc, bienvenue parmi nous. Moi, je regretterai après c'est son affaire, mais j'aimais bien M. Cobé, je le connaissais pas beaucoup, je l'ai connu en tant que conseiller municipal, j'aimais bien ce monsieur-là. Il m'a demandé d'ailleurs de continuer à l'inviter à des commissions sur lesquelles il siégeait, je le fais bien volontiers, parce que je n'ai pas à inviter les gens. Voilà. Point 3. Donc, débat d'orientation budgétaire 2015. La commission des finances s'est réunie le 28 janvier dernier. Il a donc déjà travaillé sur le débat d'orientation budgétaire. Le budget est un aspect essentiel dans la vie de toute collectivité car il traduit en termes financiers le choix politique des élus. Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions, dont le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape. Ce débat est une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3500 habitants, qui doit se dérouler dans les 2 mois précédant l'examen du budget politique. La loi du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, a instauré ce débat pour répondre à 2 objectifs. Le premier, permettre à l'Assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent des priorités qui seront inscrites au budget politique. Et le second objectif, de donner lieu à une information sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. Ainsi, les membres du Conseil ont la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de la commune. Ce débat n'a aucun caractère décisionnel. Sa tenue doit cependant faire l'objet d'une délibération afin que le représentant de l'État puisse s'assurer de l'aspect des obligations légales. Donc, au niveau du contexte général pour l'année 2015, les perspectives économiques sont très moroses. La croissance mondiale devrait être un peu plus vigoureuse en 2015. On observe cependant une divergence croissante entre les grandes économies. Si la reprise se confirme aux États-Unis, les perspectives à court terme restent dégradées pour la zone euro. L'inflation y est proche de zéro et la demande tarde à se relancer. La Commission européenne prévoit un taux de croissance de 1,1% en 2015. La loi de finances pour 2015, qui a été adoptée le 29 décembre dernier, est construite sur une hypothèse de croissance de 1%, après 0,4% en 2014. La loi de finances 2015 et la loi de programmation des finances publiques, qui va donc de la période 2014 à 2019, vient de confirmer le contexte contraint dans lequel évoluent les collectivités. La trajectoire des finances publiques a pour objectif de ramener le déficit public sous la barre des 3% en 2017. Cette réduction s'appuie sur un plan de 50 milliards d'économies entre 2015 et 2017, dont 21 milliards dès 2015. Malgré la faiblesse de leur poids dans la dette et du déficit public, les collectivités sont associées à la contrainte de redressement des comptes publics. Leur contribution a pris la forme d'une première baisse en 2014 des dotations qu'elles perçoivent de l'État à hauteur de 1,5 milliard d'euros. En 2015, la nouvelle baisse opérée est de 3,65 milliards. Elle sera répétée en 2016 et en 2017, soit 11 milliards. Au total, en incluant la première baisse opérée en 2014, les dotations auront reculé de 12,5 milliards d'ici 2017. Cette réduction de la dotation globale de fonctionnement représente une rupture majeure qui devrait entraîner pour les 3 prochaines années des recettes de fonctionnement en baisse. C'est un phénomène historique. Le contexte socio-économique ne permet pas de compenser cette perte de recettes par le relèvement d'autres recettes, entraînant une chute de l'autofinancement. C'est la moitié de l'épargne brute du secteur public local qui va disparaître entre 2011 et 2017.
les menaces d'un effondrement de l'investissement local dont les collectivités assurent 70% sont réelles. À titre d'illustration, la part forfaitaire de la DGF a suivi une courbe ascendante pour la ville de Bagnols entre 2009 et 2012, avec une augmentation de 2,82%. La tendance s'inverse à compter de 2013 avec une baisse de 1,15%. En 2014, la dotation forfaitaire a baissé de 4%, du fait de l'instauration de la contribution de la commune au redressement des finances publiques. Cette contribution était de 50 414 €. La dotation forfaitaire est ainsi passée de 1 160 065 € en 2013 à 1 113 275 € en 2014. Pour ce qui concerne les caractéristiques générales de la dette, au 1er janvier 2015, celle-ci s'élève à 4 296 000 € contre 4 911 000 € au 1er janvier 2014. La faible augmentation de l'endettement, 85 000 €, provient du fait que la ville, bien qu'ayant contracté un emprunt de 500 000 € en fin d'année, comme prévu dans le budget collectif, s'est dans le même temps endetté de 415 000 € avec l'extinction de 3 anciens emprunts. La vie moyenne résiduelle, pourtant, baisse suite à l'extinction de ces 3 emprunts. La situation par prêteur a peu changé pendant l'exercice, après la signature du nouvel emprunt de fin d'année auprès du Crédit Mutuel. L'encours est divisé entre 5 prêteurs, selon une répartition homogène. La Caisse d'épargne est toujours le principal partenaire financier de la ville, avec 33% de l'encours, suivi par le Crédit Agricole, 21%. Le Crédit Mutuel, banque retenue pour le nouvel emprunt 2014, représente 10% de l'encours au 1er janvier 2015. C'est un nouvel acteur dans l'encours de la ville, participant ainsi à la diversification des sources de financement. L'impact du nouvel emprunt sur la structure permet également de rééquilibrer parfaitement la répartition entre taux fixes et taux variables. L'évolution des taux court terme sur lesquels sont indexés les emprunts ne devrait pas en effet évoluer, parce que nous sommes dans un contexte de crise et les taux d'intérêt restent très faibles. Le nouvel emprunt à taux variable améliore la performance et limite l'activité future, tout en restant souple car il y a une possibilité de basculer en taux fixe à tout moment. En fait, nous avons indiqué dans la note la classification Gisler qui a été mise en place par une circulaire le 25 juin 2010 et qui permet de voir si les collectivités sont touchées par les emprunts toxiques. Donc, vous pouvez constater que la ville de Bagnols-sur-Mer, il n'y a aucun emprunt toxique, il n'y a pas d'emprunt structuré, puisque nous sommes situés au niveau du graphique en zone 1A. Cette situation très favorable a conduit 5 banques à postuler dans le cadre de la consultation qui a été menée en fin d'année dernière pour obtenir donc un emprunt de 500 000 €. Concernant les prévisions budgétaires 2015, hors nouvel emprunt, l'annuité globale est estimée à 1 050 000 €, dû au remboursement in fine de l'emprunt affecté à l'opération de la Salette, 800 000 € qui devra être remboursé en fin d'année. Depuis 2012, la ville est proche de la moyenne de la SPAT au niveau de l'endettement concernant la rentabilité par habitant. La nette hausse visible en 2015 est temporaire, due au remboursement de l'emprunt dont je viens de parler sur la Salette. Après, les orientations budgétaires sur l'exercice 2015. Bon, est-ce que vous voulez faire un commentaire sur cet exposé? Je peux le terminer. Alors, je voudrais rappeler deux points. C'est que la commune est suivie par un établissement qui s'appelle Orfeo. C'est une société de gestion active de la dette des communes. Elle a une charge d'autres communes dans le département, cité Le Soleil, Saint-Cyprien. Ça nous permet d'emprunter au meilleur taux, au meilleur moment, et d'avoir un suivi par cette société qui, à tout moment, peut nous alerter pour transformer, si ça devenait le cas, nécessaire, les emprunts à taux variable à des taux fixes. Donc ça garantit notre assiette, notre endettement, et il ne peut pas y avoir d'oubli, puisque, bien entendu, M. Pourchouvier et les services suivent ça de très près, mais ils ont cette société qui les alerte, et en même temps, elles ont un rôle de conseil
Donc, je les rencontre moi 2 fois par an, que j'ai rencontré 2 fois, donc je pense que c'est 2 fois par an, peut-être 3 fois par an, pour discuter un petit peu de l'état de santé, des finances de la commune. Je voudrais revenir aussi sur les produits réels de fonctionnement. On a noté qu'il pourrait baisser 13%, 13,16% dans les années de 2009 à 2013. C'est dû à une augmentation de l'assiette foncière et une révision des bases qui a été faite à ce moment-là. Bien entendu, nous n'aurons plus cette progression. Nous aurons une progression de 1%, 0,9% pour 2014, 2015, c'est ça, et 2014, 1% environ. Donc on ne bénéficiera pas de ceci. Et donc par rapport au classement de la commune, bien entendu, cette société de Libor permet aussi de vérifier, et nous-mêmes nous vérifions que nous n'avons pas d'empreinte toxique. Le bon classement permet de pouvoir faire abonder des banques à notre endettement et de répartir la dette sur 5 établissements financiers, ce qui est une bonne chose à nos comptes bancaires fournis. Et un dernier commentaire que je voudrais faire, c'est qu'on voit un pic sur le tableau d'extension des nouveaux emprunts. Bien entendu, nous avons l'emprunt de 800 000 euros sur le projet de la Salette 3. Donc nous commençons à signer des terrains, puisqu'on a relancé les personnes qui étaient inscrites. Et donc, au fur et à mesure qu'on relance les terrains, on les encaisse. Et dès que nous aurons les 800 000 euros, nous rembourserons cet emprunt. Donc j'espère qu'on le fera avant la fin de l'année. Voilà pour tout le commentaire que vous pouvez faire. Sur le budget d'orientation budgétaire 2015. Donc, je veux dire aussi, c'est que, on a bien entendu la réunion de la commission des finances réunie. Ça me paraît être une commission et des réunions importantes. C'est important que tout le monde un petit peu se familiarise un petit peu avec les chiffres clés de la commune. Donc, il y a eu la réalisation d'un audit financier qui a permis d'avoir une vue certains objectifs des finances de la ville. Et ces conclusions ont confirmé que de nouvelles orientations nationales allaient considérablement influer les équilibres financiers à court et moyen terme, de sorte que tout ce qui était possible, encore il y a 2 ou 3 ans, ne l'était plus aujourd'hui. On le dit, tout le monde, tous les élus le disent, on a une forte baisse de la DGF, de l'ordre de 5 points, ce qui représente environ 127 000 euros sur notre budget de fonctionnement. Donc c'est pas neutre, et je le dirai par la suite, on a des frais qui continuent à augmenter. En effet, la baisse annoncée de 68% de la dotation globale de fonctionnement d'ici 2017 correspondrait, si elle devait être compensée, à une augmentation de la fiscalité des ménages de 5% sur la même période, par an et sur la même période. Dès lors, la commune n'a pas d'autre ressource que de réduire les dépenses de fonctionnement pour conserver une qualité d'autofinancement satisfaisante. Ces nouvelles marges de manœuvre permettront de garantir un recours modéré à l'emprunt, tout en maintenant un niveau d'investissement suffisant pour l'entretien courant des équipements et du patrimoine, bâtiments, espaces verts, etc. Le budget principal de la commune, les résultats des comptes administratifs 2014 sont repris dans le budget primitif communal, dans la section de fonctionnement qu'en section d'investissement. Et en section de fonctionnement, sur les dépenses, compte tenu des baisses de dotation, la commune devra baisser ses dépenses à caractère général. Les charges générales regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, achat de consommables, entretien de bâtiments communaux, de matériel municipal, d'espaces publics, consommation diverses, fluides, fournitures, ainsi que dotation et assurances. À ce sujet, nous avons anticipé, nous avons déjà bien commencé, quelques chiffres clés, puisque c'était des chiffres qui nous impactaient. Les frais de bouche en 2013 étaient de 8 100 euros. 2014, ils ont été de 3 200 euros, donc moins 60%. Ça ne veut pas dire qu'en 2015, ils seront nuls, parce qu'il est important aussi que la commune reçoive. Il y a des échanges, il y a des partenariats qui sont obligés de se faire, et qui sont souhaitables, donc il est important que la commune reçoive aussi. La vente de terrain rue Loti, dont M. Roux faisait référence, ce sera 270 000 euros, qui viendront aussi dans les caisses d'enfants. La tendance vers une baisse des charges courantes déjà engagée en 2014 par le biais de l'objectif zéro augmentation sera renforcée en 2015. La rationalisation des dépenses permettra d'effectuer de nouvelles économies. En réalité, on a laissé de faire les choses. Donc aussi les efforts devront se poursuivre sur l'exercice suivant afin de garantir l'équilibre budgétaire et de préserver la santé financière de la ville.
la progression des charges de personnel devra se situer aux alentours de plus 4%, donc une augmentation de 19-26% entre 2009 et 2013, compte tenu de plusieurs facteurs internes et externes. Donc, ce que je vous disais, on le sait depuis longtemps, on en parle tout le temps, nous avons une charge personnelle, c'est une chance, et c'est aussi une charge qui pèse sur nos comptes, puisque nous avons progressé notre main-d'œuvre entre 2009 et 2013 de pratiquement 20%. Et actuellement, sans aucune augmentation, sans aucune embauche au niveau des personnels, nous aurons une augmentation de 4% de la charge personnelle qui est due, qui est due à des mesures nationales légales, la revalorisation des grilles indices de catégorie C au 1er janvier 2015, conformément au décret du 29 janvier 2014, qui devrait avoir un impact financier de plus de 120 000 euros en 2015, uniquement sur le budget de la commune. Le GIPA, garantie individuelle de pouvoir d'achat, qui vise à compenser une éventuelle diminution du pouvoir d'achat des agents publics, fonctionnaires ou non titulaires, sous réserve de remplir certaines conditions. Ceci impacte peu le budget de la commune. Il s'agit de salariés qui sont en fin de carrière. Et donc, ils ne peuvent plus progresser par l'augmentation de grade, et donc leurs salaires sont un peu revalorisés. Les taux de cotisation et charges patronales continuent à augmenter en 2015. Les facteurs propres à la collectivité, le glissement vieillesse et technicité, ce qu'on appelle le GVT, qui permet de mesurer l'impact des mesures individuelles liées principalement à l'évolution de carrière des agents. Le GVT est déterminé en fonction des règles d'avancement déterminées par la collectivité, avancement d'échelon, grade et promotion interne, ce qui est tout à fait normal. Le recrutement prévu dans l'année uniquement pour les besoins saisonniers ou occasionnels, ça c'est ce que nous avons besoin pour le camping, le port, et puis l'entretien de la ville, parce qu'on a un surpoids de population. Les versements effectués auprès d'organismes d'action sociale au bénéfice des agents comme CNAS, les frais d'assurance du personnel pour les risques statutaires, longue maladie, accident du travail. L'ensemble de ces indicateurs a été pris en compte pour définir l'état prévisionnel des dépenses de personnel. Donc, les dépenses de personnel augmenteront de 140 000 euros compte tenu de ce que j'ai dit. J'ai annoncé 120 000 euros qui étaient dus à cette première mesure, mais si on totalise l'ensemble, c'est 140 000 euros. Donc 125 000 euros d'un côté de moins de recettes, 140 000 euros de plus. Ça veut dire que l'effet ciseau s'écarte, et donc nous avons 265 000 euros de plus, de moins dans nos comptes. Les recettes, le taux d'imposition ne devront pas augmenter, c'est l'engagement qu'on a pris, parce que tout le monde est souscrit, les impôts sont relativement chers à l'administrateur. La revalorisation des bases devrait toutefois permettre un accroissement léger du produit fiscal de la commune, plus 0,9%, ce que j'ai indiqué tout à l'heure. On avait progressé de 13% de 2009 à 2013, et là on va progresser de 0,9 ou 0,1%. C'est dû aux revalorisations des bases et aux quelques constructions qui se font. Section investissement, les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 454 000 euros, ils sont constitués par des divers travaux de voirie, notamment dans la rue Jean Ferré, Amiral Villarem et Malais. Le financement de ces restes à réaliser est assuré par la vente des terrains à hauteur de 173 700 €. C'est en partie les terrains dans la rue Pierre-Louis. Les dépenses. Le remboursement du capital des emprunts s'élève à un peu moins de 280 000 euros. C'est le capital, et si je veux extrapoler, nous remboursons 136 000 euros d'intérêts, donc c'est sur la section de fonctionnement. Sur le total, les annuités, capital et intérêts, c'est 416 000 euros. Le nouveau programme de travaux et d'acquisition sera déterminé en fonction des recettes d'investissement et des objectifs financiers définis lors du débat d'orientation budgétaire. Les recettes d'investissement sont constituées par des recettes propres, des fonds de compensation TVA sur les travaux de l'exercice 2013, puisqu'on la récupère 2 ans après, soit 316 000 euros. L'autofinancement, la dotation aux amortissements ainsi que le virement de la section de fonctionnement pour environ 800 000 euros. Le budget du camping de l'exercice 2014 a permis de dégager un excédent cumulé de 108 000 euros. Une partie de cet excédent permet d'ouvrir une section d'investissement. Ces dépenses seront affectées à des travaux de réhabilitation du camping. Donc, si vous voulez, je peux y faire un commentaire, on le refera peut-être après quand on passera au tarif du camping. L'allongement des dates d'ouverture du camping permettra d'augmenter
nous supposerons de 3% les recettes sur l'exercice 2015. Le budget du port de plaisance, section de fonctionnement, les dépenses de personnel pour 2015 devront augmenter au regard des dernières évolutions réglementaires, soit environ 4%. Et sur la section d'investissement, les restes à réaliser s'élèvent à 66 000 € en dépenses. Il s'agit de reports de crédit nécessaires à la réparation de certains quais. Et cette année, nous n'y couperons pas, puisque nous avons, il en parlera après, un quai qui est relativement en mauvais état. Les faits marquants pour 2015, en matière de recrutement, la mairie se fixe un triple objectif. Mettre au cœur de ses priorités la rationalisation des postes en réorganisant et en optimisant le fonctionnement des services. On l'a eu fait l'année dernière quand on a eu besoin d'agents pour la police municipale, où on a fait par volontariat et en interne des changements d'affectation des personnels. Et là, par exemple, nous avons mis Madame Hernandez au service technique pour mieux rationaliser ce service, être plus performant sur un service qui était important, qui avait qu'une seule secrétaire, et donc il fallait qu'elle soit deux parce que le travail était important. Je pense que c'est un des secteurs sur lesquels on peut progresser en matière d'économie. Ne pas remplacer systématiquement les départs d'agents conformément à ce qui a été décidé dès avril 2014. Seuls les remplacements réalisés seront ceux qui s'intègrent dans la réorganisation des services et qui ne seront dictés que par leur bon fonctionnement, donc bien sûr, sauf cas exceptionnel. Donc, bien sûr, ce qu'on a dit depuis le début, on ne s'autorise aucune création de poste en 2015. Et croyez-moi que c'est une chose qui me fend le cœur parce que je reçois quotidiennement des jeunes gens et jeunes filles de Vagny-sur-Mer qui n'ont pas de travail. Malheureusement, la ville de Vagny-sur-Mer est plus que pourvue en personnel. En matière de subvention, il est important de souligner le dynamisme de la vie associative de la ville et de son rôle essentiel en cet état de difficulté économique et sociale. L'enveloppe dédiée aux subventions aux associations sera maintenue en périmètre constant. Le travail mené sur la rationalisation des méthodes d'attribution des dossiers de demande de subvention se poursuit avec notamment une analyse systématique de la situation financière de l'association. Les conventions d'objectifs et de moyens seront développées de manière notamment à mettre en valeur les avantages en nature accordés par la ville, charges supplétives, c'est-à-dire les locaux, les personnels et toute l'infrastructure qui va autour de l'organisation des manifestations ou au bon fonctionnement de la vie des associations. Ceci n'est pas dû, bien entendu, pour exprimer quelques regrets soit-il, bien au contraire, mais c'est pour que les personnes se rendent compte des efforts que cela constitue. Il y a de nombreux salariés qui travaillent tout l'été et un bon nombre d'heures pour porter des chaises, des tables, donner des salles, organiser de l'électricité, des chauffages, etc. Donc il me semble que ce serait intéressant de pouvoir essayer d'avoir un principe de réalité. Je rappelle toutefois que l'enveloppe qui est dédiée aux associations, c'est de 170 000 € l'année dernière, et elle sera, si la commission des finances est d'accord, c'est la proposition que je ferai, la même pour cette année. En matière d'investissement, la volonté est d'avoir un niveau élevé pour plusieurs raisons. La commune présente encore un retard en matière d'équipement accumulé au fil de plusieurs décennies. Il convient de le rattraper. Les entreprises locales traversent elles aussi des difficultés liées au niveau de la consommation et de la demande. La commande publique est donc encore plus que nécessaire. Et ça, je rappelle que la préfecture, d'un côté, nous dit de faire des économies, d'un autre côté, nous dit qu'il faut faire travailler, il faut créer des richesses, il faut investir pour que les entreprises travaillent. Mettre en œuvre des investissements prioritaires dans le domaine de la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, notamment suite aux dramatiques inondations du 29 au 30 novembre. Et là, nous sommes bien impactés puisqu'on a 1 million d'euros de dégâts sur nos routes de notre vignoble et dans Bagnous en général, et on a déjà engagé 100 000 €, j'en parlerai plus tard. Dans le domaine des performances énergétiques et du patrimoine, bien entendu, dans le secteur de la voirie avec des objectifs prioritaires, notamment la sécurisation des lieux très fréquentés, dans le domaine de l'environnement. L'ensemble des projets d'investissement sera présenté lors d'un débat relatif à l'adoption du budget. Donc, je voudrais faire un commentaire là-dessus. Je m'aperçois que la ville de Vagny-sur-Mer a 25 ans ou 50 ans de retard. Quand on prend point par point, quand on essaie de regarder un petit peu, et qu'on regarde cette ville, non pas pour la comparer, par rapport aux investissements qu'on voit dans notre ville, on a beaucoup de points qui sont détériorés. On pourrait prendre le port, qui est dans très mauvais état, la salle Bartissol,
De nombreuses rues dans Bagnols-sur-Mer sont en très mauvais état, méritent beaucoup d'investissements. Le massage n'est pas terminé. Les routes des vignes, n'en parlons pas, elles sont toutes cassées. Le front de mer, il y a vraiment une étude à mettre en place pour essayer d'avoir un front de mer digne de ce nom. Dans beaucoup de routes, de trottoirs, beaucoup d'investissements sont à faire dans la Bagnols-sur-Mer. On a énormément de routes. Donc, c'est compliqué. On l'a choisi, on le savait. C'est compliqué et il faut essayer de faire avancer tout le monde au même rythme, parce qu'on ne peut pas accentuer ses efforts sur un des points et laisser les autres à la traîne, parce qu'il y a trop de retard. On pourrait le faire que si on avait une commune qui était un peu à l'équilibre au niveau de ses investissements, et on se dit, bon, mais cette année, pendant 2 ans, on fera des efforts sur tel et tel point, et le reste, on le rattrapera. Mais là, c'est comme une famille, on ne peut pas laisser ceux qui sont le plus en retard derrière, encore, parce qu'ils prendront encore plus de retard. Donc, on est dans cette obligation de faire des investissements, et de faire des investissements non pas en saupoudrant, mais en essayant de répondre aux besoins des populations. Ça veut dire que nous avons un besoin d'investissement sur le port, parce qu'on a un port qui devient dangereux, et qui est compliqué. On a besoin d'investissement sur notre aréotie, parce que les vignerons souffrent, ils ne peuvent pas accéder à leurs parcelles. On a besoin d'investissement aussi dans les rues, routes et trottoirs de Bagnols-sur-Mer, parce que la population a droit, comme toute population de tous les villages de France, à avoir des rues, des routes et des trottoirs entretenus. On a des obligations d'investissement à faire pour préserver notre activité économique à travers notre tourisme, qui est aussi un des fers de lance et qui permet aussi de vendre nos produits. Et on a besoin d'investissements à travers les personnes âgées, où on est en train de faire aussi des investissements, notamment pour mettre aux normes le centre marin, en tout cas pour qu'ils puissent recevoir des bâtiments. Donc tout ceci, on est obligé de le mener de front. Voilà. Donc c'est pas simple, ça veut dire qu'il faut faire des choix, bien entendu que tout ne peut pas se faire en peu de temps, mais j'espère qu'on pourra rattraper ce débat, ce retard. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? J'avais juste une question à poser. Vous parlez de conventions d'objectifs et de moyens qui seront développés entre les associations et la commune. Sur quel type d'association, sur combien de temps, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce que ça sera avec toutes les associations ou seulement certaines? Est-ce que ça obligera les associations à avoir un commissaire aux comptes, etc. etc. Non, pas du tout. On n'est pas pour obliger les associations, notamment pour les aider. L'idée, c'est qu'il y ait une prise en compte du principe de réalité par rapport aux moyens qui sont mis en place pour que les associations puissent travailler. Donc, une convention d'objectifs et de moyens, il y a des objectifs qui sont fixés. S'ils ne sont pas remplis, il y a quand même des choses qui se passent. Moi, ces objectifs, pour nous, pour atteindre, pour qu'elles puissent travailler comme il faut. C'est nous qui nous forçons, qui nous donnons les objectifs, il faut les faire travailler. Mais après en fonction des moyens qu'on met en œuvre pour elles. Donc ce n'est pas des conventions signées entre non, les associations? Pas du tout. Je vais prendre un exemple. Quand je discute par exemple, et je suis très heureux que ce débat soit bien clôturé, avec l'association Fête des Vendanges. Et oui, mais 12 000 euros de subvention, etc., etc. Mais dans le débat, on ne peut pas que discuter de ça. On doit discuter aussi des 15 ou 20 salariés qui, pendant plusieurs jours, travaillent pour que la fête des vendanges soit une réussite. Donc, ce sont des moyens dont met la commune, nous, mais les communes avant, chaque fois pour que la fête des vendanges se passe. Donc, il faut qu'il y ait une prise en compte. Donc, j'ai été obligé de le dire et les gens en conçoivent, mais de temps en temps, je pense qu'il est intéressant qu'il y ait ce principe de réalité et que les différents acteurs en prennent en compte. D'autres interventions? Et je ne dis pas ça par rapport à un reproche que je peux faire à quelque association, simplement pour qu'il y ait un principe de réalité. Les locaux coûtent cher, l'entretien, l'amortissement, les emprunts, les éclairages, les personnels mis à disposition, le chauffage, etc., etc. Tout ça, ce sont des moyens qui sont mis à disposition de l'association. Donc, quand on dit 170 000 euros de subvention sont donnés aux associations, ce n'est pas 170 000 euros. Beaucoup plus qui sont mis à disposition sur l'argent public. Donc, voilà, le principe de la réalité est important. Non pas de rappeler, pour dire attention, vous avez trop, non pas pour dire on va diminuer les subventions, mais pour que les gens aient une notion de ce que la commune
en général, mettent à disposition. C'est tout simplement. Est-ce que c'était écrit, j'avais compris qu'il pourrait y avoir des signatures de conventions d'objectifs et de moyens entre les associations Non, pas du tout, comme pas ça du se tout. fait ailleurs. Non, pas du tout. Et de toute façon, je ne serais pas favorable parce que moi, je suis favorable au développement des associations et à les aider. Après, ça ne veut pas dire non plus, quand je regarde, et on aura l'occasion d'en parler avec Monsieur des Finances, quand je regarde le catalogue entre guillemets, des demandes de subvention d'association, si on donnait suite à toutes, on serait plus près des 250 000 euros que les 170 000 euros. Rappelez que, d'après les échos que j'ai, sans vouloir trahir les secrets, nous sommes une des communes les plus généreuses de loin. Mais ce n'est pas un reproche. Moi, je pense que c'est une richesse que Banyuls ait tant d'associations et qu'elle se développe autour de ça. C'est bon, personne d'autre veut intervenir? Voilà. Donc, il n'y a pas de vote après cette discussion. Donc, je propose de passer au point 4 de l'ordre du jour, c'est la rue des Orangers. Le réaménagement de la rue des Orangers se terminera dans l'été. Les travaux consisteront à la réfection de la chaussée, des bordures et caniveaux, ainsi que du réseau fluvial. Compte tenu de l'intérêt particulier que présente cette action pour le département, en termes d'intérêt général, le service public au bénéfice de la population, je vais demander au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter une subvention incluse auprès du conseil général, aide la plus élevée possible. Le montant des travaux est estimé à 589 237 € hors taxe. Voilà. Donc, la réalité, ça c'est une réalité, et le coût total de la rue des Orangers, c'est 1 million d'euros. Hein. Je rappelle, parce qu'il y a dedans, il n'y a pas en compte les réseaux, etc. Donc, tout n'est pas comptabilisé là-dedans. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. Alors, à ce sujet, je vous remercie d'abord. À ce sujet, donc, j'avais sollicité dans le conseiller général Michel Molly pour obtenir une subvention et on a obtenu 2 AIT. 2, parce qu'on en avait obtenu qu'un au début. Et quand même, Michel, il m'a dit bon, on va faire un effort. Donc, on a eu 2 AIT et on a 44 000 € qui nous ont été attribués. C'est ça, 44 000 € qui ont été attribués sur la rue des Orangers. Le point 5, c'est inondation des 29 et 30 novembre, demande de subvention au titre de la remise en état des pistes d'FCI. Le réseau PFCI permet d'accéder au massif forestier et d'assurer ainsi une prévention et une lutte optimale. Constitué de pistes de 4,50 m de large en moyenne, ce réseau permet le passage de secours et particulièrement des groupes d'intervention en cas de départ de feu. Ces voies permettent d'accéder aux divers points d'eau disposés dans les massifs. Les intempéries de novembre dernier ont fortement dégradé les tronçons de pistes. Les érosions fortes limitent et même empêchent le passage des groupes d'intervention au feu de forêt. Cela pose de gros problèmes en cas de départ de feu, puisque les temps d'accès et des secours sont fortement rallongés. Le risque de grand incendie est donc important. Il s'agit de profiler à l'identique les plateformes dégradées dans les travaux de terrassement. Ces travaux seront effectués au but, à la pelle et à la niveleuse en fonction des matériaux rencontrés. Un curage des ouvrages bouchés sera effectué. De même, un curage des éboulis des talus avant sera réalisé. Il pourra être suivi localement d'un enrochement. Le montant des travaux est estimé à 130 050 € hors taxe. Compte tenu de ce contexte et de l'intérêt général qu'aurait cette opération, il est demandé aux membres du Conseil de vouloir solliciter les aides financières auprès de l'État qui ne font calamité publique à hauteur de 80% du montant hors taxe des travaux. Donc là aussi c'est un souci, parce qu'on a réparé beaucoup de routes, on a beaucoup intervenu, mais là c'est compliqué d'intervenir. Parce qu'on a 135 000 € de dégâts sur la route d'FCI, on a des travaux qui sont considérables, il y a des endroits où il y a des trous, il peut rentrer pratiquement une voiture dedans, il y a des tuyaux pour évacuation des eaux qui sont complètement cassés, qui sont emportés, dont les travaux sont importants et ne sont pas dans les compétences de la commune. L'autre problématique, c'est que si on commence les travaux avant d'avoir la subvention, vous savez les aventures qui nous sont arrivées par le passé, ça veut dire qu'on va perdre la subvention.
Donc les dossiers sont prêts, sont à la signature par Madame la préfète, avec laquelle je me suis entretenu lors de sa visite. Ils ont été signés, puisque encore ce matin, j'étais avec monsieur le sous-préfet pour évoquer ceci. Et il y a 2 jours encore en arrière, quand j'étais au Boulou, à une réunion suite aux inondations, où je leur en ai reparlé au gars de RTM, voilà, que je connais bien là-dessus, qui pose ce dossier. Voilà. Donc, c'est à la signature, c'est dans les mains de l'administration, il faut qu'il signe ces estimations, qu'il fasse les appels d'offres et qu'il désigne les entreprises. Donc nous, on aura, je suppose, 80% du montant taxe de subvention, tout en sachant que le Conseil général, et de nouveau M. Mollier est intervenu, on aura 26 000 € au titre des routes d'FCI par le Conseil général. Mais on ne peut absolument pas commencer les travaux tant que la préfecture n'a pas signé ou n'a pas donné les suites. Bonsoir. Je vais te poser la question, qui c'est qui a déterminé les 130 000 et 50 € de dégâts? Est-ce qu'on peut savoir également en kilomètres d'FCI touchés? Et est-ce que des DECI qui sont en défense contre l'incendie, qui sont notre responsabilité, les réservoirs et les citernes ont été touchés éventuellement ou impactés par les inondations? C'est une compétence de DTM. C'est monsieur, comment il s'appelle, François Astre, qui est un ami d'ailleurs, à qui j'ai téléphoné et qui a fait, c'est leur compétence, qui a fait le tour et qui a fait l'estimation des travaux avec le descriptif que moi franchement je n'ai pas vu. J'ai vu les dégâts, et après j'ai pas vu ce descriptif parce qu'on a échangé par téléphone et il m'a dit que je le présente, etc. Donc il a mis ça dans les mains de l'administration pour que ça reste très bien. D'accord. Je vais vous porter votre attention à la situation du Mascornet, où il y a le réservoir d'eau qui est complètement bouché, la route arrachée. Je vous en parle parce que, en tant que pompier, les DFCI, ces réservoirs sont très importants lors des incendies forêts. Et là, on s'aperçoit que cette partie-là de Cornet est un point stratégique au niveau des pompiers, peut-être que vous ne le savez pas. Les pompiers respectent l'agenda 20 heures. C'est-à-dire que pendant des années, quand il y avait des gros incendies, on comptait dans l'eau de qualité qui était le compteur incendie, les bouches incendie, et on s'apercevait qu'on endettait assez fortement les communes, surtout quand il y avait des gros incendies. Alors on a mis en place des réservoirs, dont celui-là de Cornet qui est stratégique pour le sud de Banus, pour lutter contre les incendies. Et en cas d'incendie, on met des groupes d'alimentation là-bas. Ces groupes ont pour but d'alimenter tous les camions lors des incendies pour éviter de pomper dans le réseau d'eau douce. Et je pense que, comme vous aurez des priorités, ce secteur-là peut être très important sur la liste. Mais c'est ma priorité. Moi, je me bats tous les jours avec l'administration pour qu'on ait les accords qui soient signés et qu'on puisse intervenir. Moi, je les presse tous les jours pour qu'avant l'été, je ne pense pas qu'on soit dans une période de risque actuellement, mais on peut avoir un incendie pareil maintenant, pour qu'on puisse faire. Mais je rappelle que la précédente mandature avait fait les travaux avant d'avoir le récépissé ou l'accord des subventions, et les subventions n'existaient plus. Alors la commune de Sur-Mer ne peut pas engager 130 000 € de travaux sans avoir l'accord des subventions, parce que c'est 80 000 €, c'est 80% de subventions, soit plus de 100 000 €. Donc on ne peut pas le faire, il faut qu'on attende. La balle est dans le camp de la préfecture, la sous-préfecture, des TTM, moi j'ai donné mon accord, il n'y a aucun problème, le Conseil général finance. Mais dès qu'on a encore ces jours-ci, le sous-préfet me disait, c'est dans les tuyaux, ça va arriver, c'est une affaire de jours. Voilà. Après, vous me reprocheriez demain d'avoir engagé les travaux sans avoir le récépissé de subvention et de perdre plus de 100 000 €. Dans le temps qui court, on ne peut pas se le permettre. Alors, juste un petit complément, bien sûr, il faudrait enlever tous ces graviers qui ont encombré ce petit barrage et rétablir la continuité de la route. Mais je ne sais pas si tu sais, mais à partir du début juillet, mi-juillet, il n'y a plus d'eau dans cet espace. Moi, c'est un chemin que j'ai l'habitude de fréquenter été comme hiver. À partir d'une certaine température, en juillet,
le réservoir est totalement vide. Donc je ne sais pas si vraiment vous pouvez capter de l'eau pour remplir des réservoirs et aller éteindre l'incendie. Moi j'ai toujours vu à sec en été. Alors, régulièrement, juste avant les saisons, on remplit les réservoirs et les citernes pour remédier à ce problème. Après, quand il y avait ces réservoirs et ces citernes, avec d'autres camions, régulièrement, pendant plusieurs journées. Alors l'eau, on va la pomper dans des barrages ou dans d'autres endroits. Voilà, on remplit ici. Hein, on va chercher de l'eau souillée, on remplit. Après, bien sûr que c'est une augmentation des chaleurs en juillet. Et on se donne le maximum de moyens. Bon, de toute façon, on va arrêter ce débat-là. J'ai le coût estimatif des travaux, voilà, je l'ai ici, et donc j'ai le nom des pistes, le numéro des pistes à votre disposition. Donc, les travaux secrétariat. J'avais pris le dossier pour 130 050 €. Donc, le point 6, là, mais moi, quand on aura les accords, on le fera de suite. Après, on ne sait pas parce qu'en préfecture au cinéma, il faut faire un appel d'offres, appel à candidature, c'est 130 000 € de travaux, choisir les entreprises. C'est pas nous qu'on le fera parce que c'est eux qui sont maîtres d'œuvre, c'est ça, hein? Eux qui sont maîtres d'œuvre, c'est nous. C'est nous. Il va falloir faire tout ce travail, réunir la commission d'appel d'offres et désigner l'entreprise, et après l'entreprise interviendront. Donc ça va pas se faire avant. À l'ambite, c'est au moins 2 mois, hein, on ne peut pas le faire. Voilà. Mais on ne peut pas faire 100 000 €, c'est pas possible. Alors, inondation des 29 et 30 novembre. Ah, pardon. Je le force. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, inondation du 29 et 30 novembre 2014, demande de subvention au titre de la restauration post-crue de la rivière Bayouri. Forte pluie, fortement partenariat entre les communes, déclaré à l'état de catastrophe naturelle, témoigne des dégâts occasionnés lors de ces événements climatiques exceptionnels. Il s'agit d'une espèce de remettre à l'état les cours touchés par ces intempéries, notamment par l'abattage d'arbres morts déstabilisés par la crue et risquant de tomber dans le lit, l'abattage d'arbres vifs déstabilisés par la crue et risquant de tomber dans le lit, la réduction des embâcles et des arbres morts apportés par la crue, le nettoyage des dépôts sauvages et le broyage des eaux de canne de Provence. Compte tenu de ce contexte de l'intérêt général pour l'opération, il demande aux membres de bien vouloir solliciter les aides financières auprès de l'État sur le fonds de canalité publique à hauteur de 50% du montant hors taxe des travaux de l'agence de l'eau à hauteur de 30%. Montant estimé des travaux hors taxe 49 642 €, donc 50% 24 821 € pour les subventions calamité publique, agence de l'eau 30%, ce qui fait 14 892 € et autofinancement commune 20%, soit 9 929 €. Ça, c'est un plan de financement prévisionnel. J'espère que ça se réalisera. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que nous sommes sur j'attends beaucoup le commentaire. Vous dites, mais il fallait couper tous les arbres, il faut mettre un bulldozer, un pâturage, pour faciliter l'écoulement de l'eau. Il faut. Il y a des lois, il y a la police de l'eau, il y a des lois sur l'eau qui existent. Les rivières, c'est une chose qui vit avec des effets souvent, quand on touche en amont, on ne sait pas ce que ça va provoquer en aval, etc. Il y a des déstabilisations de berges qui peuvent se produire. Je prendrai un exemple. On nous avait vendu il y a 25 ans en arrière les barrages écréteurs comme étant la panacée, la solution miracle pour éviter les crues, et plus on en faisait, moins on s'inonderait. On se rend compte maintenant que si on avait fait tous les barrages écréteurs, on les faisait tous, il y en avait une vingtaine prévus sur Bagnous, on réduisait la crue de 3 cm de hauteur. Un effet pratiquement nul. Par contre, on nous dit maintenant, quand on discute avec les techniciens, que les barrages écréteurs, si vous allez les voir, ils sont pratiquement pleins, identiques à ce barrage, qui n'est pas un barrage écréteur, mais le barrage du Mascornet, parce qu'ils retiennent les sédiments. Ça veut dire que les sédiments ne descendent plus par la rivière, dans les choses normales dont vivait une rivière avant. Donc la rivière, elle s'affouille, et il n'y a plus de sédiments qui redescendent pour remplacer, quand la crue descend, les sédiments qui sont enlevés, qui sont mis sur les plages.
Donc, moralité, si vous regardez entre le pont du Puy-Delmas et devant le ranch, ancien ranch jusqu'à la passerelle, la rivière a perdu peut-être 40 cm ou 50 cm. En affouillant les digues, si vous regardez sous le pont du Puy-Delmas, il y a encore de l'eau parce que donc c'est très compliqué, la gestion des rivières, c'est très compliqué. Je pense que les techniciens eux-mêmes n'ont pas encore des vérités acquises et qu'il faut faire attention lorsqu'on veut faire ça. Et d'autant plus que nous avons dans nos rivières des espèces protégées, le gâtillier dont nous parlons souvent M. Brouille, on a les tortues, on a tout un tas d'espèces qui sont protégées, c'est comme ça, il y en a plus en France, il y en a beaucoup avant nous, il y en a trop, mais bon, voilà, ils sont en prison, c'est comme ça. Et le fait est qu'il faut en tenir compte, on ne peut pas tout casser, tout faire comme ça. Donc on a la volonté de la commune, c'est de nettoyer les rivières, parce que vous le savez tous, il y a des photos, mais ceux qui veulent, ils y sont encore, il y a beaucoup d'impact dans les rivières. Moi, ma frayeur, ma trouille, entre guillemets, c'est qu'on ait des pluies de printemps avec des équinoxes, et qu'on ait un coup de rivière, et que tout ça, de nouveau, bouche les forêts, recrée, etc., des inondations. On fait au plus vite. Quand je dis au plus vite, on fait au plus vite. Mais là aussi, on est soumis à autorisation, on n'a pas encore les autorisations. On a chiffré tout ça avec le SIGA du TEC, avec des techniciens dont c'est le métier, qui nous conseillent, qui nous disent ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et, allez, on peut le dire, on va un peu plus loin parce qu'on profite un petit peu de ces événements pour en faire un peu plus, pour essayer de se garantir un maximum. On a réuni la commission, on a fait un appel d'offres, on a réuni la commission d'appel d'offres. Les entreprises sont désignées. Elles sont engagées à commencer dans les 2 jours, mais nous n'avons pas les autorisations. Donc, quand on aura les autorisations, on commencera. Donc, on a segmenté les travaux que l'on souhaite faire en 3 secteurs. Le secteur 1, qui est de mémoire, secteur 1, c'est du col de Banyuls jusqu'au pont de la frontière ferrugineuse, du Mazaxer. Le secteur 2, c'est de ce pôle-là au pont de la Forge, et le secteur 3 est le secteur des abeilles. Voilà. Donc on a pris l'entreprise au mieux disant, et on a essayé aussi, dans notre réflexion, de prendre les entreprises, d'en prendre au moins 2 d'entreprises, de manière à ce qu'on puisse faire les travaux le plus rapidement possible quand on aura le feu vert, pour qu'on puisse faire ces travaux avant le mois d'avril, pas qu'on vienne nous demander d'arrêter parce qu'il y a des espèces qui sont en train de se reproduire. Voilà. Est-ce que... Alors, il faut voter. Qui sont les entreprises, sont les C'est vrai. Rominas et Sidem. Et M. Colomini qui était avec nous, hein, qui a fait la couverture des Sidem. Sidem et Corominas. Voilà. Trois soumissionnés. Il y en a une qui était vraiment qui n'était pas dans les clous au niveau des prix, ni au niveau des délais. Il y avait les 2 points qui étaient importants, le délai et les prix. Et ces 2 entreprises étaient soutenues, mais on a pensé que c'était bien d'en avoir 2 pour qu'on puisse faire au moins 2 secteurs en même temps et qu'on puisse avancer et ne pas rester à la peine. D'autres interventions? Je ne sais plus qui je suis là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? S'abstiennent? Voilà, je vous remercie.